Je vous souhaite tous le bienvenue à ce symposium organisé par Medical Device. Je suis Serge Pierrache, le directeur international EMEA de Intalight. Et nous allons voir et écouter des magnifiques présentations sur une magnifique technologie qui est le Dream OCT d'Intalight. J'ai le plaisir et l'honneur d'introduire deux grands spécialistes de l'imagerie oculaire, Dr Vincent Gualino et M. Adil El-Maftoui. Le premier orateur sera M. Adil El-Maftoui. Adil est orthoptiste spécialisé en imagerie oculaire et chercheur en imagerie oculaire. Il est aussi praticien au Centre ophtalmologique de Rives à Genève et à l'Institut parisien d'ophtalmologie, bien sûr à Paris. Je me rappelle qu'en 2014, Adil était un des premiers utilisateurs de l'OCT en géographie dans le monde entier. Et à ce moment-là, il avait déjà une prédiction en disant que c'était une technologie ultra révolutionnaire, que ça allait changer le monde de l'OCT et de l'ophtalmologie. Et il avait même dit, à ce moment-là, je ne sais pas si tu te rappelles, Adil, et tu n'étais pas le seul, mais quand même un des premiers à le dire, que la majorité des actes de fluoangiographie allaient être remplacés par ces technologies. En 2014, donc on avait encore des tout petits champs, mais quand même, c'était déjà quelque chose qu'il était capable de visionner à l'avance. Alors, Adil est aussi un conférencier national et international sur l'imagerie et auteur de nombreuses publications et chapitres sur la technologie de l'OCT. Alors, le deuxième orateur sera Dr Vincent Gualino. Il est rétinologue médical et chirurgical. Il travaille en libéral à Montauban et il est praticien attaché au CHU de Toulouse et à l'hôpital Lariboisière, bien sûr à Paris, où il est responsable de l'intégration clinique des nouvelles technologies. Donc ça nous intéresse. Dr Gualino est aussi l'actuel président du CFSR, donc le club francophone des spécialistes de la rétine. J'ai appris à connaître le docteur Gualino il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, enfin 6 mois environ, je pense, et il m'a impressionné par sa connaissance et son enthousiasme pour les nouvelles technologies. Maintenant, je comprends pourquoi, c'est une partie du job à la Lariboisière. Voilà, Monsieur Adil El-Maftoui, je vous invite à partager votre présentation au CT antérieur, au CT postérieur. Pourquoi choisir? Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge pour cette gentille introduction. Merci aussi à Vincent de faire partie de cette équipe et de cet enthousiasme qu'on a pour cette nouvelle technologie du Dream OCT de la compagnie Intalight. Bon, j'ai un conflit d'intérêt, je suis consultant également pour Intalight. Donc le Dream OCT, c'est une technologie web source embarquée qui bénéficie d'une vitesse d'acquisition de 200 000 scans par seconde avec une résolution axiale de 3,8 microns. Et sa particularité, c'est que on n'a jamais eu une acquisition aussi profonde. Actuellement, nos OCT, c'est à peu près 3 mm. On arrive sur certaines machines à aller jusqu'à 6. Cette fois, on a 12 mm de profondeur d'acquisition, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une OCT angiographie wide field plus facile d'accès, plus rapide d'acquisition, mais on va pouvoir également avoir une imagerie de tout le segment antérieur avec une profondeur d'acquisition de 16 mm. Et donc, c'est un appareillage combo qui va bénéficier également d'une topographie cornéenne. Et donc, vous voyez un tout petit peu cette profondeur d'acquisition de 12 mm et par rapport à ces 2 ou 3 mm que sont les spectrales domaines et également pour le segment antérieur de 16,2 mm, nous autorisant également une visualisation du vitré antérieur. Donc, je vais commencer également par ces applications de segment antérieur, parce qu'à l'heure actuelle, finalement, on voit beaucoup d'imagerie de segment postérieur pour cette machine, mais c'est un OCT de segment antérieur complet, une imagerie de l'épithélium cornéen à la cristalloïde postérieure, avec une bonne visualisation du trabéculum. Je vous rappelle que le trabéculum, normalement, c'est moyennement réflectif, et qu'en fonction de la trabéculopathie, la réflectivité va augmenter.
On est en mesure de pouvoir réaliser une biométrie du cristallin, et cette biométrie du cristallin probablement va nous aider dans le futur pour optimiser les calculs d'implants, et on va pouvoir réaliser une biométrie également de tout le segment antérieur, que ce soit la profondeur de champ antérieure, quantifier la flèche cristallinienne pour analyser la composante cristallinienne dans le mécanisme de fermeture de l'angle, et on va pouvoir également utiliser toutes ces biométries dans l'aide pour le calcul du sizing des ICL en utilisant les différentes formules de régression. On peut analyser également la transparence du cristallin grâce à l'OCT en face. On va avoir un OCT en face de la cristalloïde antérieure, la cristalloïde postérieure, et vous voyez à gauche un cristallin normal et à droite un début d'opacification, et donc on va pouvoir analyser cette transparence cristallinienne. Donc on va pouvoir analyser également le segment antérieur en dynamique, à gauche avec le syndrome de dispersion pigmentaire, et vous noterez cette hypereffectivité du trabéculum, mais également dans le risque de glaucome par fermeture de l'angle, en myosis et en mydriase physiologique avec cet appareillage, avec la possibilité de pouvoir analyser méridien par méridien cette fermeture de l'angle. Et là, vous êtes avec une longueur d'onde de 1050 nanomètres, donc vous avez une meilleure rétrodiffusion du signal au travers de la sclère et au travers du limbe. Regardez ici, on a la possibilité également d'avoir une image d'OCT en face de l'iris. Et dans ce syndrome de dispersion, on va pouvoir visualiser l'atrophie irienne qui débute de manière complètement circulaire. Et donc, cette fois, on va avoir une multimodalité de l'OCT qui va s'accroître grâce à l'utilisation de cette OCT en face, même pour le segment antérieur. En réfractive, on a utilisé l'OCT de cornée pour pouvoir mesurer le lystromal résiduel, pour voir l'épaisseur du volet. Cette fois, avec l'OCT en face, on va pouvoir visualiser ce qui se passe en fonction de la profondeur souhaitée. Et vous voyez qu'en OCT en face, on voit très bien cette découpe de Lasik et la charnière supérieure. Ainsi, on va pouvoir analyser les différentes modifications dans le volet ou intrastromal. Regardez ici, vous avez une séquelle de kératite à l'intérieur du volet, et on a la possibilité pour la première fois de pouvoir avoir des mesures directement du volet sur l'OCT en face. Ici, des plis du capot dans un effet Bagolini qui va créer des diffractions, et ça c'est le dessin réalisé par le patient, et on voit bien ces plis du capot responsables de la gêne du patient. On va pouvoir corréler la structure et la fonction également, ici avec les glandes de Mébomus, et également vous voyez l'augmentation de la densité vasculaire dans ce cas de blépharite. Et vous avez également la possibilité d'avoir une topographie d'élévation embarquée, ici dans ce cas de kératocone. Donc on va avoir un appareillage combo qui va associer antérieur, postérieur et topographie cornéenne. Donc les ICL, vous voyez, c'est assez facile. On peut aller contrôler le vaulting ou réaliser des biométries avant l'implantation. On a une très bonne visualisation également des implants. Regardez ici cet implant oculentis qui s'est opacifié. On voit cette opacification au niveau antérieur et postérieur, et donc on va pouvoir analyser finement le glistening et le whitening de ces patients. Les implants luxés, ici quand c'est dilaté, on a une visualisation qui est vraiment très précise de ces implants. On voit une haptique dans le sac et une haptique qui est un petit peu subluxée, et donc on a aussi une très bonne visualisation des implants intraoculaires. Grâce à cette vitesse d'acquisition, on va pouvoir systématiser l'OCT-angiographie pour le segment antérieur. C'était une problématique car les appareillages n'allaient pas assez vite et on était gêné par tous ces micro-artefacts de défixation. Et cette fois, on va pouvoir quantifier les choses en OCT de segment antérieur. Et ici, vous voyez un cas de néovaisseau cornéen dans une insuffisance limbique, et on voit très très bien la visualisation des néovaisseaux cornéens en OCT-angiographie. Et on va pouvoir pour la première fois analyser également la vascularisation de l'iris, parce que finalement, on en connaît très très peu sur les particularités de la vascularisation irienne, qu'est-ce qui est du normal, qu'est-ce qui est de l'anormal, à part quelques cas extrêmes comme le glaucome néovasculaire, et donc probablement cette systématisation va enrichir la sémiologie de la vascularisation irienne. Donc on voit qu'on a un OCT complet pour tout le segment antérieur avec une profondeur qui va jusqu'à 16 mm. C'est la plus grande profondeur de tous les OCT de segment antérieur qui existent. Et donc pour la rétine, on a la même particularité, on a une grande profondeur de 12 mm, et une particularité, c'est de pouvoir la faire varier en fonction de l'acquisition. On peut passer de 3 à 6, à 9
et à 12. Quel est l'intérêt d'avoir une profondeur d'acquisition aussi importante? D'une part, mieux imager les choroïdoses myopiques, les staphylomes myopiques, pouvoir accéder à la périphérie rétinienne. Et vous voyez que c'est le cas de choroïdose myopique avec ce patient glaucomateux. Vous voyez bien où est le niveau de la nucléaire interne. Et il y a cette atrophie péripapillaire avec ce pseudo-décollement compliqué de néovaisseaux sur le bord de l'atrophie. Et cette profondeur d'acquisition nous autorise une meilleure visualisation de l'anatomie du vitré. Avec nos OCT, on était en mesure de voir la bourse prémaculaire, l'aire de Marteggiani, et cette fois, on va aller voir beaucoup plus loin les cisternes, dont on sait qu'elles augmentent avec l'âge, elles deviennent coalescentes au fur et à mesure de la liquéfaction du vitré, et également la liquéfaction du cortex postérieur qui va rentrer en contact avec la bourse prémaculaire au cours de l'âge. Et regardez ce cas de ce patient. On a tous vu ce genre d'image. On voit que la bourse prémaculaire qui est complètement écrasée par le vitré. Et quand on voit un petit peu plus en amont, on voit une liquéfaction qui est beaucoup plus importante du cortex vitréen postérieur, expliquant cet écrasement de la bourse prémaculaire dans ce cas. Et là, vous voyez bien qu'on arrive à bien visualiser également les cisternes avec ces grandes profondeurs d'acquisition et leur mouvement durant l'acquisition. Donc on va pouvoir ici analyser un décollement postérieur du vitré complet. Et regardez en OCT en face, on a également tous ces plis très caractéristiques de la hyaloïde postérieure en mouvement. Ici, un petit cas pour imager finalement le rôle du DREAM OCT. C'est un jeune patient, il a 25 ans. Il est boxeur. Il dit, je suis un peu gêné par des corps flottants. Et vous voyez que à droite, on a une liquéfaction du cortex postérieur qui est un tout petit peu plus important qu'à gauche. Et on a déjà un passage entre le cortex vitréen postérieur et la bourse prémaculaire, expliquant ce début de liquéfaction lié au cou et probablement aussi à l'origine chez ces patients-là d'une prévalence plus importante de développer des décollements de rétine. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut aussi analyser le vitré antérieur de manière relativement évidente et toutes ces densifications et tous les états pathologiques du vitré. Ici, vous voyez, on regarde un rétinoschisis, on voit une distribution relativement anormale des fibres intravitréennes, probablement à la genèse de ce rétinoschisis. Et on va pouvoir aller analyser la périphérie rétinienne de manière évidente et visualiser la structure de ce rétinoschisis, à partir de quel moment on va avoir des modifications qui peuvent tendre vers un décollement de rétine. Et là, pour la première fois, on arrive à imaginer un décollement de rétine en toute sa profondeur, ici avec les plis rétiniens très caractéristiques. Donc pour l'OCT angiographie, là aussi, on va pouvoir faire varier toutes les différentes fenêtres de 3 mm à 6 mm, à 9 mm, 12 mm, 15 x 12 et 26 x 21 mm en one shot. Ensuite, avec ces 26 x 21 mm, on va pouvoir réaliser un montage qui va nous permettre d'aller jusqu'à 200 degrés. Et ici, vous voyez, une ischémie rétinienne dans une maladie de Hills, et on voit très bien ces zones ischémiques en one shot, en simplement 30 secondes. Et vous voyez qu'ici, on peut même avoir un composite qui peut aller jusqu'à 200 degrés. On individualise très très bien avec une excellente résolution les néovaisseaux pré-rétiniens. Et donc là aussi, dans les OBVR, dans la rétinopathie diabétique, ici, vous voyez, on voit une petite ischémie qui est relativement limitée. Donc on se posait moins la question de faire une angiographie à la fluorescéine. Et ici, avec une très bonne résolution. Et là aussi, on va avoir cette multimodalité, comparant l'OCT angiographie avec nos B-scans très larges et mettre en évidence ces néovaisseaux avec l'hémorragie intravitréenne. On peut suivre tout ça également avant, après IVT et sur la surface des néovaisseaux prérétiniens qui se réduisent de surface. Hop. Ici, vous voyez une hémorragie intravitréenne. C'est un patient mélanoderme et qui présentait une drépanocytose. On voit un foyer de néovaisseaux à l'origine de cette hémorragie. Et vous voyez, avec l'OCT angiographie, tout de suite, on a la visualisation des néovaisseaux en syphane très caractéristiques de la maladie. Qu'est-ce que ça a changé dans la DMLA? Aujourd'hui, avec nos OCT, on arrive plutôt à bien voir les néovaisseaux. C'est la segmentation. On avait une grosse problématique, c'était dans les DEP vascularisés. Pourquoi? Parce que la segmentation de l'épithélium pigmentaire et de la membrane de Bruch était mauvaise et parfois on ne voyait pas d'informations sur les néovaisseaux, pourtant on voyait qu'il y avait de l'exsudation. Et ça, c'était lié à la segmentation. Et là, la segmentation est entraînée par deep learning, donc on arrive à avoir une segmentation de l'épithélium pigmentaire et de la membrane de Bruch qui est meilleure et qui nous permet de rehausser le niveau du signal de décorrélation et avoir des images, quel que soit le décollement de l'épithélium pigmentaire vascularisé, de ces néovaisseaux. Et regardez ici, à 12 mm,
on a une résolution suffisante pour pouvoir voir les néovaisseaux. Et à droite, vous voyez un cube de 6 mm. Vous voyez que malgré la largeur du scan, on arrive à avoir une résolution suffisante pour voir les néovaisseaux. Et là également, pour matérialiser la segmentation, ça c'est moi qui me suis amusé à déplacer la segmentation de manière manuelle. Là, c'est la segmentation naturelle de l'Intellight, et on arrive à visualiser ces néovaisseaux au sein du décollement de l'épithèle implémentaire, ce qui nous permettra également de mieux les suivre pour voir cette extension des néovaisseaux dans le suivi. On a une sensibilité qui est meilleure aussi. Regardez ici, on voit une partie de la frange néovasculaire qui n'était pas visible en SDOCT et non plus également en OCT-angiographie. Et cette sensibilité, elle augmente parce que le temps d'interscan entre les B-scans présentés au même endroit varie beaucoup plus grâce à cette vitesse d'acquisition, ce qui rend plus sensible l'OCTA à des flux relativement bas. Et donc là aussi, on va pouvoir suivre ces patients. Ici, c'est une bithérapie sur des vasculopathies polypoïdales. On peut avoir des multimodalités, utiliser l'OCT en phase dans la démêlée atrophique. Ici, vous voyez des drusènes à gauche avec des tubulations externes qui deviennent coalescentes. On voit bien les plages d'atrophie. Et en OCTA, on peut s'assurer également de l'absence de néovaisseaux et avoir une distribution de la choroïde. On va ouvrir la multimodalité également sur l'imagerie de la choroïde pour pouvoir, d'une part, mesurer l'épaisseur de la choroïde de manière plus fiable grâce à une meilleure segmentation, avoir une topographie de la choroïde grâce à l'OCT en face. Même en OCT en face, avec un montage de 200 degrés, on arrive à aller au-delà des veines vortiqueuses. Et on va également pouvoir quantifier également des indices volumétriques de la densité vasculaire choroïdienne. Et donc, on va utiliser cette multimodalité également par rapport au B-scan. Ici, vous voyez, dans le spectre de la pachychoroïde, on voit les pachyvaisseaux et faire la relation avec l'hyperperméabilité visualisée sur les B-scans. Et donc, on va pouvoir voir la variation de la choroïde. Ici, ce sont des néovaisseaux sur pachychoroïde avant et après traitement. Et on voit qu'avec le mapping, on voit très bien la diminution. Et ici, en OCT en face, on voit évidemment la diminution des troncs choroïdiens. Et ici, la bonne réponse des néovaisseaux à cette bithérapie, qui était une PDT no dose plus vabissement. Et donc, pour les hémangiomes, c'est pareil. On va pouvoir utiliser également cette multimodalité. On va pouvoir faire des mesures directement sur les clichés en OCT en face, et donc parfois pour pouvoir se substituer à l'angiographie quand on veut faire une PDT pour connaître la taille du spot que l'on voudra. Et donc on a tous les outils de quantification qui existent à l'heure actuelle. On a un mapping qui est relativement large de 26 x 21 mm, et vous voyez ici une augmentation du décollement séreux qui est visualisé à partir du même scan réalisé pour l'OCT angiographie. Et donc on a un module glaucome, j'en parle pour que vous sachiez que s'il existe avec les ganglionnaires, et ces ganglionnaires peuvent être quantifiés quelle que soit la taille du scan. Même si à 26 x 20 mm, vous pouvez avoir une mesure des ganglionnaires. Et ici, un petit peu de perspective pour vous parler d'un prototype de 400 000 à scan. On va avoir une fenêtre qui sera beaucoup plus grande, de 150 degrés, en OCT angiographie, avec un composite qui peut aller jusqu'à 220 degrés, allant au-delà des veines vortiqueuses. Et je vous remercie de votre attention. Donc vous avez compris que l'OCTA Wide-Field va devenir un gold standard et que l'augmentation de la largeur et la profondeur du scan va faciliter l'acquisition, que l'OCTA du segment antérieur sera une réalité. Il est systématisable à l'heure actuelle et que l'avenir va s'inscrire avec des machines combo antérieur, OCT de segment antérieur, OCT de segment antérieur et topographie cornéenne. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Matoubi, pour cette magnifique présentation. Je propose qu'entre les deux, on pose déjà des questions urgentes. S'il y a des questions spécifiques déjà pour M. Matoubi, n'hésitez pas. Alors, on arrive à les deviner quand l'iris est plus clair, mais c'est toujours la même problématique. C'est à cause du pigment. Donc, parfois, on vous montre quelques images en mannequin, mais malheureusement, on ne peut pas se substituer. Mais, quand même, dans pas mal de cas, on arrive à deviner leur insertion. Dans pas mal de cas, et en revanche, la bande ciliaire, ça, on la voit bien. Donc, pour analyser l'angle iridocornéen, ce qui nous intéresse, finalement, c'est une bonne visualisation des transclérales, quels que soient les méridiens. Par rapport à un OCT de rétine à 800 nanomètres, où finalement, on a une absorption telle du signal qu'on n'arrive pas toujours à voir sur
heures et demie de transfert. Donc ça, jusque-là, on y arrive à ces temps de ronde de 1050 nanomètres. On voit les transférables, quel que soit le niveau. Je pense peut-être qu'on part sur les fins parce que ça va être complémentaire avec la présentation. Il vaut mieux qu'on fasse toutes les questions à la fin parce qu'il y aura peut-être des questions qui vont être répondues pendant la présentation, peut-être, si ça vous dérange pas. Comme ça, on verra tout en même temps. À mon avis, il y a des réponses qui sont dans la présentation. Voilà. Bon, alors maintenant, j'invite le docteur Gugalino à présenter sa présentation, retour d'expérience en vraie vie, BaseScan angio-OCT, en passant par le ultra grand champ. Alors merci beaucoup. Merci Serge, merci Adil. D'abord, merci Adil de ta confiance, parce que je pense que énormément de gens nous envient d'avoir cet appareil. Alors ça va pas être compliqué aujourd'hui de dire du bien, parce que alors là, moi je vais aller direct cash, ça aucun problème par rapport à ça, j'ai pas de conflit d'intérêt. Là, il y a un game changer. Il y a un avant et un après, et on va le regarder ensemble. Alors là, ils sont pas un, ils sont pas deux, ils sont 3 ou 4 crans devant la concurrence. Moi, je suis tranquille, on va regarder ensemble. On va regarder surtout comment on manipule le viewer. C'est-à-dire, vous êtes à la consultation, est-ce que, en fait, au final, on a pris les meilleures images et, en fait, quand on est dans la vraie vie, c'est pas comme ça, ou est-ce que dans la vraie vie, c'est comme ça? Et on va regarder ensemble, comme si on était ensemble à la consultation et que les patients venaient à la consultation. Alors déjà, dans la première vidéo, essayer de voir quel est le temps d'acquisition pour un angio-OCT 26-21, parce qu'on le voit bien, avec d'autres appareils, on met un temps infini à prendre un angio-OCT. Ça, c'est la plus grosse acquisition. C'est hyper compliqué. Il y a un eye tracking, il y a tout qui va. On fait l'acquisition qui est plus lourde. Voilà, c'est fini. Là, vous avez fait l'angio-OCT 26-21. Si vous avez un Heidelberg, un autre appareil et tout, c'est l'enfer. Ça dure plusieurs secondes. Le patient, au bout de 20 secondes, il en a marre. Je vous passe que l'acquisition qu'on fait pour la DMLA, donc c'est un 6.6, hein, bon, là, voilà, c'est fini, tac, vous avez fait votre acquisition. Donc vous avez après, on va regarder ce que vous avez. Ça c'est important pour dire que déjà, quand vous avez votre patient devant vous, le temps que vous mettez pour avoir une acquisition, il est excessivement rapide. Bon, maintenant, une fois que vous avez ça, il y a une petite notion à savoir. Pour l'ultra grand champ, on met une petite lentille. Concrètement, moi, je vous invite fortement à aller sur le stand, regarder de vous-même, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Allez voir et vous verrez la vie que vous ferez. On va passer sur des cas cliniques tranquillement, comme si on était à la consultation. Alors, un nœud au vaisseau de l'œil gauche, elle est suivie en PRN mensuel parce qu'elle est dans le cadre d'une étude, silicium P3, vous voyez la photo du fond d'œil. Concrètement, déjà, vous voyez, il y a 3 rendez-vous, le follow-up est nickel. Regardez le cube, il est toujours au même endroit. Donc par rapport à d'autres appareils, vous avez un follow-up qui est parfait, qui se superpose. Ça, c'est déjà une bonne information. Vous pouvez vraiment faire des follow-up comme sur la Shera. Vous ouvrez, regardez le temps, voilà, j'ai ouvert ça. Vous voyez, je ne triche pas, ça mouline pas pendant 3 minutes. Tout de suite, vous voyez quoi? Ah ben oui, vous voyez le néo-vaisseau, vous n'avez pas besoin d'aller retoucher les lignes et tout. L'algorithme qui est sur la captation du néo-vaisseau est quasi parfaite, vous loupez jamais un néo-vaisseau. Là, vous avez 512 lignes. Alors, autant dire que quand vous balayez, les signes oxydatifs, tout ça, vous êtes dans le cube d'angio-OCT. Vous n'avez pas eu besoin de faire une autre acquisition. L'OCT en face, vous avez une membrane, vous voyez le côté contractile de la membrane de façon fantastique. Vous voulez comparer, c'est-à-dire vous voulez mettre les deux angio-OCT. Est-ce qu'Adil a passé des heures à faire des montages? Non, il n'a pas du tout passé des heures. Il a fait exactement comme on a fait là. Ça marche nickel. Tac, vous voyez les deux nœuds vaisseaux. Est-ce que vous avez un peu plus d'arbres morts ou pas un peu plus d'arbres morts? Ben oui, vous allez reprendre plaisir à faire des angio-OCT. C'est quelque chose d'assez fantastique. Une CRSC chronique au niveau de l'œil gauche, une patiente qu'on suit depuis pas mal de temps. Ce qu'on sait bien, c'est que est-ce qu'il y a des néo-vaisseaux derrière la CRSC? 30% des CRSC sont accompagnés de néo-vaisseaux. Vous voulez avoir cette réponse, donc vous faites un... Le néo-vaisseau, il est devant vous comme ça, comme jamais vous l'avez vu, nickel. On dit, ah oui, il y a une grosse plaque de néo-vaisseau derrière. Après, vous dites, bon, ben, est-ce que c'est exsudatif? Est-ce que derrière, j'ai des signes exsudatifs? Pareil, vous prenez votre cube de la même acquisition, vous n'avez pas eu besoin de faire autre chose. Vous voyez que peut-être vous avez un tout petit DSR, mais c'est une patiente qu'on surveille, à qui on ne fait pas d'IVT d'anti-VEGF. Vous pouvez jouer sur la transparence pour effectivement voir ça. Vous allez, comme on l'a surveillé régulièrement, comparer pareil avec l'autre angio-OCT que vous avez fait. Regardez le temps de manipulation du viewer, c'est-à-dire tout ça, c'est des logiciels qui tournent bien. Il est bien fait le logiciel. Et vous comparez, vous pouvez bien sûr analyser la densité vasculaire, on va le voir dans la rétinopathie diabétique. Tout ça, pareil, c'est en direct. C'est-à-dire l'analyse, elle se passe. Vous voyez à quelle vitesse se passe l'analyse. Vous voulez aller comparer les BaseScan, vous pouvez les dissocier ou pas les dissocier. Le viewer est hyper intuitif, donc un néo-vaisseau qui est sans dans une CRSC qui pour le moment vous n'injectez pas. Vous pouvez bien sûr faire un angio-OCT sur les autres machines, mais voilà ce que ça donne. C'est quand même pas la même chose. Vous voyez ce cas.
À droite, qu'est-ce que c'est? C'est un schizis du myophe fort ou c'est un DR? Ah ben c'est toujours la même chose. Bon, ben alors attendez, repassez derrière l'OCT, regardez en haut à droite, je penche mon OCT, comment ça se passe pour quand même avoir ça? Ben là, tranquille, hein, vous faites un cube 26-21. Et aucun souci, ben vous pouvez balayer tranquille, vous dites ah ben non c'est bien un DR, donc pas de souci, c'est pas un schizis, je m'en doutais mais je suis content d'avoir l'OCT, vous balayez, ah j'ai même la déchirure. Donc là vous faites le dessin, vous dites au chirurgien, tac c'est là que ça se passe, j'ai la déchirure. Pareil, 26-21, le patient regardait directement, j'ai pas eu besoin de le manipuler, vous voyez à quelle vitesse on a eu cette information. Baisse d'acuité visuelle, on voit bien qu'il y a des membranes et tout, etc. Vous faites un OCT classique, vous avez cette information, bon, ben ok, très bien, il y a un trou maculaire, hein, c'est vrai, je le vois, j'ai le diagnostic, mais c'est quand même pas tout à fait la même gueule avec ça, quoi. Donc là, tout de suite, bam, ah oui, oula, il y a quand même des signes, vous voyez tout de suite les adhérences à différents endroits, où est-ce que ça tire, comment je vais faire pour opérer, est-ce que j'ai une adhérence devant la papille, est-ce que j'ai pas une adhérence devant la papille. Comme Adil l'a dit, il y a une profondeur qu'on peut régler, c'est juste génial, vous voulez mesurer le trou maculaire, vous le mesurez. Encore une fois, je manipule le viewer, je ne suis pas en train de passer des heures à préparer mes slides. Donc vous allez aussi vite que ce que je suis en train de faire à la consultation. Et donc on a opéré, on a fait un flap et le trou s'est fermé. Baisse d'acuité visuelle chez le myope fort, on sait tous que c'est difficile d'avoir des acquisitions chez le myope fort, et là il l'a bien montré, la profondeur de 12 mm, mais bien sûr vous permet de faire le diagnostic de trou maculaire, mais vous voyez amplement la profondeur du staphylum. Pareil, myope fort, ces staphylums qui sont très creusants, où on a des images complètement tordues en OCT, on a du mal à les interpréter, etc. Bah là, vous avez des images, on les a jamais vues ces images. Donc là vous voyez tout de suite l'adhérence vitro-rétinienne, c'est juste génialissime. Une occlusion de veine, une patiente qui vient sur Montauban, elle a un rapprochement géographique, elle a des injections d'anti-VEGF régulières, et donc c'est la première fois que je la vois. Vous faites un optos, et effectivement, il n'y a pas de PPR, vous dites, il faudrait peut-être quand même faire une PPR, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'ischémie? Il y a quelques hémorragies, il faut quand même faire une angiographie. Normalement, vous faites l'angiographie, oui, il y a quand même de l'ischémie, etc. Mais il y a le Dream OCT, fais-lui un Dream OCT, s'il te plaît. Ok, je lui fais un Dream OCT, 26-21, vous avez vu, c'est facile à faire, tac, tac, tac. Vous voyez, ça c'est la manipulation de l'image la plus lourde. Donc vous voyez à peu près, vous mettez une quinzaine de secondes à ouvrir votre image. Les zones d'ischémie, ah oui, non, là il faut faire une PPR rapide. Là. Vous voyez bien qu'il y a des zones d'ischémie qui sont hyper importantes. Vous pouvez avoir deux modules, un module d'angiographie qui n'est pas avec l'arrangement automatique de l'image, donc vous avez plusieurs possibilités pour analyser. Vous voulez suivre votre patient avec les zones avasculaires, tac, vous avez une carte, un mapping des zones avasculaires qui va nous permettre de suivre le patient, que ce soit dans les occlusions de veines ischémiques ou dans les rétinopathies diabétiques. Est-ce qu'il y a un œdème maculaire? C'est important. Tout ça, c'est la même acquisition. Je ne suis pas allé refaire un OCT. Vous voyez un œdème maculaire, nickel. Ah oui, mais je voudrais la carte, le mapping. Très bien, carte mapping. J'appuie sur Fitness, j'attends pas 2 heures. Bam, j'ai le mapping qui s'affiche, je le vois parfaitement. Encore une fois, sur la même acquisition, le champ des possibles est juste phénoménal. Pour vous montrer un titre de comparaison, ça c'est une patiente de 80 ans et vous voyez la carte de la densité vasculaire qui est bien plus perfusée. Donc une fois que vous avez vu ce que c'était que la normale, tout de suite vous mettez ça, vous voyez tout de suite s'il y a des zones d'ischémie, si c'est mieux ou moins bien perfusé. Diabétique, quelques hémorragies au fond d'œil. Alors, est-ce qu'il est ischémique? Est-ce qu'il n'est pas ischémique? Je fais une PPR, je fais pas une PPR. L'angiographie, c'est invasif, il faut faire revenir le patient, etc., etc. Là, vous l'avez au bout du couloir, quoi. Pam, vous faites un angio-OCT. Pareil, je triche pas, vous voyez, ça mouline pas des masses, c'est hyper accessible. Ah oui, il y a quand même des zones non vasculaires bien précises. C'est pas les angios-OCT qu'on voit qui sont vraiment complètement noirs, mais oui, et quand on fait la densité, rebelote, là on dit, ah oui, il y a quand même vraiment une baisse de la densité capillaire, il y a une partie ischémique importante, pas d'œdème maculaire, donc ça c'est quand même important, pareil sur la même acquisition. Vous voulez ouvrir l'angio-OCT de l'autre côté, pareil, je vous ai laissé la vidéo pour que vous voyez à quelle rapidité vous avez accès à ces informations. Donc voilà, 10-15 secondes, quand on a l'habitude avec d'autres appareils, on sait que c'est pas tout à fait pareil. Et donc là, pareil, vous faites votre angio-OCT, vous voyez qu'il y a des zones d'ischémie, vous pouvez vous le mettre en grand champ, vous voyez là, ici, des zones qui sont quand même vraiment pas bien perfusées. Vous allez pouvoir vous aider des algorithmes pour voir la densité capillaire. Voilà, ça va aussi vite que ça, et vous dites, c'est quand même un peu limite, qu'est-ce que je fais? Là, vous avez des vraies informations hyper objectives. Vous regardez, il y a quand même un petit œdème maculaire, quand même, ici. Donc là, pareil, sur la même coupe. Donc, je vais faire retinal thickness. C'est génial, quoi. Je veux dire, vous êtes là en train de manipuler votre truc, le champ des possibles est quand même assez phénoménal. Et donc, vous voyez, ça c'est parce que le viewer me demandait. Et vous pouvez
Après, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis la conclusion de la consultation pour voir diabète non traité, enjeu sur DREAM, zone d'ischémie, RD non proliférante sévère, œdème maculaire diote, œil gauche extrafovéolaire, stabiliser le glyqué et indication PPR12. Si l'œdème maculaire touche le centre, laser focal en premier et peut-être commencer anti-VEGF. Un examen non invasif. Voilà ce que j'ai pu avoir comme information en moins d'une minute. 51 ans, baisse d'acuité visuelle de l'œil droit, 6 dixième P3, 10 dixième. Altération de l'épithélium pigmentaire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 51 ans, 6 dixièmes d'un côté, c'est quoi la pathologie? CRSC, néo-vaisseau. Et là, vous faites déjà pareil, un angiocT, vous balayez, très bien, il y a une interruption de la ligne des photorécepteurs, on comprend pourquoi elle voit moins bien, on voit très bien cette interruption de la ligne des photorécepteurs, vous faites changer la transparence, vous voyez ces altérations de l'épithélium pigmentaire de façon évidente. La question c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a un nouveau vaisseau derrière? Alors quand il n'y en a pas sur le DREAM, il n'y en a pas. Pas besoin de vous faire une ICG temps tardif. Vous faites un mapping de la choroïde. Oui, il y a quand même une grosse pachychoroïde. Et ça, pareil, vous avez cette information en direct. Mais s'il y a une pachychoroïde d'un côté, il risque d'en avoir une de l'autre côté. Regardons. Angiographie de l'autre côté, cube, vous regardez, vous voyez ce qu'on appelle des FIPED, des surélèvements de la ligne de l'épithélium pigmentaire, et vous voyez cette choroïde avec ses gros vaisseaux, pareil, vous voyez ces altérations de l'épithélium pigmentaire qui sont assez caractéristiques, ça serait bien d'avoir un mapping, regardez s'il n'y a pas un néo-vaisseau, non, pas de néo-vaisseau, ça serait bien de voir le mapping de la choroïde, énorme pachychoroïde, vous avez votre diagnostic. Pachychoroïde ODG, pas de néo-vaisseau, pas d'IVT, altération d'épithélium pigmentaire au niveau de l'œil droit, sur un examen non invasif. Vous n'avez pas fait d'angio, vous n'avez pas fait d'ICG, vous n'avez pas fait tout le reste. Rétinopathie diabétique, PPR qui est réalisé. Vous voulez voir si il faut resserrer votre PPR, pas resserrer. Vous voulez suivre. Est-ce qu'il y a une ischémie maculaire? Est-ce qu'il n'y a pas une ischémie maculaire? Pareil, vous faites un angio-CT. Vous voyez que vraiment, il y a des zones d'ischémie qui sont très proches du centre. Donc là, pareil, ça va vous permettre de suivre votre patient. Est-ce que quand vous allez lui faire des unités d'anti-VEGF, vous allez augmenter ces zones d'ischémie ou pas? Donc vous pouvez regarder le mapping des gros vaisseaux et le mapping des capillaires qui aussi sont intéressés. Vous voulez mesurer la zone vasculaire? Pas. J'ai cliqué, j'ai eu la réponse en une demi-seconde. Vous pouvez avoir votre cube, bien sûr, pour voir et les adhérences et s'il y a un œdème maculaire. Vous avez l'OCT en face pour voir s'il y a une membrane qui est contractile ou pas. L'OCT en face, non, il n'y a pas de membrane contractile. Vous voulez quand même regarder l'autre côté, donc vous regardez l'autre côté. J'ai trouvé que c'était quand même vraiment crucial de vous montrer le navigateur. Pour regarder l'attaque, vous voyez qu'il y a des zones d'ischémie qui sont vraiment hyper importante. Bon, vous n'allez pas resserrer la PPR, mais si jamais il saigne, si jamais vous devez un tout petit peu resserrer le laser, vous savez vous allez le faire. Vous pouvez guider votre laser avec cet angio-CT qui est quand même hyper performant. Vous avez le mapping, bien sûr, et toutes les informations dont vous avez besoin. Un autre exemple, rapidement, pareil, pour vous montrer ces cas extrêmes de rétinopathie diabétique. Bien sûr, ça, c'est les cas mannequins qu'on voit, où, tac, là, on voit de suite qu'il y a un arrêt complet vasculaire. C'est des images assez fantastique. L'autre point, c'est que faut pas oublier que nous, ce qu'on sert beaucoup, c'est le BESCAN. Alors voilà, vous faites le mapping, etc., ce qu'on a vu, la fluidité du viewer. Vous regardez vos BESCAN, et là, vous avez quand même des BESCAN, pareil, qui vous donnent beaucoup d'informations sur la chirurgie, où est-ce que vous allez attaquer, où est-ce que vous allez disséquer votre hyaloïde, comment ça se passe. Tout ça, vous avez ces informations qui sont hyper précises. Un cas un peu plus pointu, et je vais vous montrer, après j'aurai bientôt fini, comment le multimodalité nous a aidé sur ce cas. Patiente myope forte, monophthalme, baisse d'acuité visuelle. Vous faites un angio-CT au tout début. Vous regardez, est-ce qu'elle n'a pas de néo-vaisseau? C'est votre première question. Vous allez voir le cube et vous avez beaucoup d'hyper-effectivité avec un renforcement du signal postérieur. Et ça, c'est plus en faveur d'une choroïdite multifocale chez le myope fort. Regardez toutes ces surélévations, ces foyers que vous voyez. Et les foyers, au lieu d'avoir un cône d'ombre, ils ont un renforcement typique de la choroïdite multifocale. Donc ça, déjà, vous vous dites, ok, choroïdite multifocale, mais est-ce que j'ai pas un néo-vaisseau? Les deux peuvent s'associer. Vous faites, donc vous avez manipulé, vous avez fait la même acquisition. A priori, non, il y a cette petite partie. Par contre, sur l'OCT en face, regardez comme vous voyez bien les foyers de la choroïdite multifocale. Vous les voyez parfaitement. Vous faites une corticothérapie, mais avant, comme c'est un cas complexe, angio-ICG. Angio, vous ne voyez pas de néo-vaisseau. ICG, vous voyez exactement ce qu'on vient de voir à l'OCT. Donc au final, l'angio-ICG, on l'a fait, mais ne nous a pas apporté grand-chose. Vous faites une corticothérapie. Regardez comme les foyers ont complètement fondu.
Mais petite image quand même en feu volaire, les foyers ont vraiment fondu, on le voit sur l'OCT en face, on le voit sur l'OCT structurel, mais là c'est bizarre quand même, j'ai une image sur la fovéola, est-ce qu'elle fait pas un néo-vaisseau? Non, j'avais vu qu'il n'y avait pas de néo-vaisseau au début. Oui, mais elle en a peut-être fait un dans l'intervalle. Et oui, elle vient de faire un néo-vaisseau. Non seulement elle a corridite fotale, mais en plus elle vient de me faire un néo-vaisseau alors que je l'ai mis sous corticoïde. Il va falloir que je lui fasse des anti-VEGF. Mais est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que je suis pas passé à côté du néo-vaisseau il y a 3 mois? Je vais comparer, je vais mettre mes 2 angio-OCT. Voilà, ça se passe aussi vite que ça. Quelques secondes, vous avez la réponse. Là, je me suis trompé dans la segmentation, c'était pas celle-là que je cherchais. Tac, c'était pas non plus celle-là. Et voilà, et vous vous apercevez, je vais enlever les cubes qui me gênent, je vais enlever les lignes, pas de souci, et vous voyez qu'a priori, non, il n'y avait pas ce néo-vaisseau, il n'était pas, et que le néo-vaisseau vient d'apparaître, et que vous allez pouvoir traiter cette patiente. L'OCT en face, pareil, dans des cas comme ça, par exemple, si vous voulez savoir s'il y a eu un pelage de la limite interne ou pas, bon, les Donfel, vous les voyez comme si vous y étiez, hein, vous pouvez avoir des OCT en face, comme il y a énormément de lignes, l'OCT en face c'est juste fantastique, hein, c'est des images pareilles de Donfel. Le nerf optique, vous pouvez faire des cubes dessus et regarder toutes dans les fossettes colobanteuses et les choses comme ça, toutes les adhérences qu'il peut avoir au niveau du nerf optique. Bien sûr, le segment antérieur, c'est pas du tout mon domaine. J'ai la chance de consulter avec Benoît Pellatan qui est ici, qui m'aide beaucoup. Et là, tout d'un coup, je vois la patiente qui avait un astigmatisme monstrueux, moins 0,25, moins 7 à 25, une antécédent de chirurgie réfractive, et la kérato l'expliquait pas, je comprenais pas. Et en fait, on fait cette OCT, vous voyez que le cristallin est complètement subluxé. Et en fait, sa fille avait une luxation congénitale, c'était pas un marfan, mais elle avait une subluxation du cristallin qui expliquait son astigmatisme. Ce qui fait que quand on va l'opérer, le cristallin est tombé, on l'a mis en carré-balai, mais en préopératoire, j'ai eu la réponse. Elle n'avait pas de phacodonésie, quand je regardais l'empafante, elle n'avait pas. Par contre, l'OCT m'a donné l'information. Alors, on aurait pu faire une UBM, etc., etc. Mais enfin, bon, là, c'est à 3 mètres, je fais OCT, j'ai l'information directe. Je vous montre juste le balayage de l'OCT intérieur, qui est là aussi assez fantastique. Vous voyez que le cristallin est décalé sur le côté. Pareil pour les adaptations de lentilles sclérales, je dois cette image à Benoît Pellatan, vous voyez parfaitement la lentille sclérale qui se centre, pareil, Adil vous l'a bien montré en segment antérieur, c'est juste phénoménal. En conclusion, c'est une acquisition qui est simple, ça je pense que c'est important de le dire, parce qu'on en a manipulé des OCT, et il y a des acquisitions qui sont très compliquées, vous voyez des images fantastiques, mais quand vous avez l'OCT à la maison, ça passe pas pareil. L'acquisition, elle est ultra simple, ultra rapide. Des images complexes à avoir sur d'autres appareils. La manipulation de viewer, vous l'avez vu, hein. C'est quand même ultra intuitif, ultra rapide, bien pensé. L'algorithme, le soft est pensé vraiment de façon fantastique. Le B-scan, il est plus dense. La profondeur pour les myopes, c'est juste extraordinaire. Il est plus lent, donc ça c'est plus long, donc ça c'est génial. L'angio-OCT, on se remet à faire des angio-OCT. On avait arrêté, c'était long, c'était chronophage. Là, on se remet à faire des angio-OCT avec plaisir et ça nous apporte des informations. C'est hyper polyvalent. Vous avez vu que ça fait vraiment beaucoup de choses. C'est évolutif parce que c'est une société qui a beaucoup de chercheurs et qui pousse. Donc il y a des nouvelles fonctions qui arrivent en permanence. J'ai aucun problème pour dire qu'il est largement au-dessus de tout ce qui existe actuellement. J'en ai parlé, moi, avec mon patron, Alain Gaudric. Feu Ramine, Dieu sait que, voilà, toute la proximité qu'on avait, et tout le monde est unanime pour dire qu'il n'y a pas photo, c'est un game changer. J'ai aucun problème pour le dire, donc voilà, c'est allez faire un tour, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Dr Gualido. Il y avait le décalage irien aussi, alors, mais par contre, j'ai mis le couteau, j'ai mis le visqueux, l'implant, enfin le cristallin, en fond d'ailleurs. Merci pour ce partage d'expérience. Même en quelques mois, vous avez réussi à assembler des cas énormes. Il est reparti, on est triste.